Monsieur Gamal Abina, l'Occident doit se préparer à une guerre d'usure sur le long terme en Ukraine. Est-ce un non-lieu ou alors y a-t-il matière à craindre? Je ne crois pas à la guerre d'usure, hein, ça je ne crois pas du tout. Je pense qu'il y aura des frictions, je pense que les Américains vont alimenter ça, mais il y a quand même un État super puissant face à un micro-État. Je ne crois pas du tout à cette idée de guerre d'usure. Ça, bon, évidemment, ça va durer un certain temps, 3, 4 mois, après il y aura des anicroches, mais je ne crois pas en cela parce que la Russie a tellement été rapide dans son intervention militaire que ça n'a pas donné grand-chose. Ensuite, c'est vrai de rappeler que l'obsession, c'est très vicieux de la part des Occidentaux d'ailleurs, et c'est grave parce que c'est systématiquement la même logique. L'obsession de voir les dirigeants des pays mourir en pensant que tout le système va s'effondrer avec la mort du dirigeant, elle date pas d'hier. On l'avait déjà vu durant la Seconde Guerre mondiale, puisque et on a coutume de faire référence avec l'opération anglaise qui voulait assassiner Hitler. Mais s'ils avaient assassiné Hitler, qu'est-ce que ça aurait changé au nazisme? Rien du tout, puisqu'il y avait Himmler derrière qui est encore pire. Et de toute façon, le système hitlérien ne reposait pas que sur Hitler. Donc il y aurait eu d'autres leaders. Et ensuite, ils ont voulu assassiner Kadhafi, il a fallu tuer 250 000 personnes. Donc là, on est dans la barbarie totale. Ils ont une obsession de l'assassinat. Ils l'ont fait avec, évidemment, tout un tas de dirigeants africains. Ils l'ont fait récemment encore, il y a quelques années, du moins, avec Saddam Hussein. Ils rêvaient d'assassiner Khomeini. Tous leurs ennemis, en règle générale, comme là, ils ont annoncé la mort de Kim Jong-un, qui est le dirigeant nord-coréen. Enfin, c'est l'obsession des Occidentaux de voir l'assassinat des dirigeants avec un système qui s'effondrerait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ont tenté d'assassiner pendant quasiment 70 ans, presque 60 ans, Castro. Donc c'est vraiment une obsession et très lâche, demeurant, parce que je ne crois pas que les pays ennemis de ces gens-là tentent d'assassiner leurs dirigeants. J'ai jamais entendu parler du contraire. Mais eux, ils ont l'habitude de l'assassinat, comme ça, téléguidé, à distance. Ils l'ont fait avec Mossadegh, c'est pareil. Quand la CIA va assassiner Mossadegh en Iran, ils le font parce que Mossadegh pose problème, il nationalise le pétrole. Donc, je ne crois pas que Poutine soit malade, ça c'est encore une vue d'esprit. Je ne crois pas qu'il soit fou, ils veulent psychologiser le débat, ce qui est encore plus ridicule. Et d'ailleurs, on peut se demander qui est fou dans l'histoire. Est-ce que le fou est celui qui a la plus grande puissance et qui attaque un petit pays comme l'Ukraine, ou est-ce que le fou, c'est le petit pays comme l'Ukraine qui croit gagner face aux Russes en ayant des petites victoires ponctuelles, ou alors, lorsque les Russes se retirent, par exemple, des environs de Kiev, annoncer que c'est l'armée ukrainienne qui les a chassés. Ça, c'est assez ridicule. Le conflit peut durer un certain temps. Les Américains vont tout faire pour qu'il dure. Sauf que les Américains ont tout fait pour que l'Iran et l'Irak durent. Ça a duré 8 ans. Mais c'était l'Iran et l'Irak. C'était deux petites puissances. C'était pas deux grandes puissances. La Russie, c'est une immense puissance. Et si les Russes voient que les Américains commencent à alimenter un peu trop la guerre, et par proxy, de la même façon que les Américains le font avec l'Ukraine, ils iront leur casser les pieds dans d'autres régions du monde. Je veux dire, il y a beaucoup de pays qui sont inquiétés par les Américains et qui auraient peut-être une raison d'être aidés par les Russes. Donc non, je ne pense pas que ça dure aussi longtemps qu'on l'imagine. Il y aura effectivement une certaine guerre d'usure, peut-être, pas sûr. Il y aura une victoire totale sur la région Est et Sud. Ça, c'est clair que déjà l'Ukraine est quasiment contrôlée dans le Sud et l'Est par la Russie. Les poches de résistance qui restent, je les ai vues, ne sont pas légion, ne suffiront pas à faire la différence. Et de toute façon, l'armée ukrainienne n'est même pas convaincue de sa victoire, puisqu'ils sont envoyés systématiquement au casse-pipe, puis on les envoie mourir face à des tirs de barrage considérables de l'artillerie russe qui fait le travail à distance. Puis n'oublions jamais, je veux dire, il y a encore récemment, je crois, une base de généraux, il me semble, enfin d'officiers ukrainiens qui a été liquidée très rapidement, la seule tir une seule frappe, plus de 50 officiers ukrainiens. Ça vous dit un peu le niveau. L'Ukraine, c'est pas un bloc monolithique, c'est quand même, il faut se rappeler ce que c'est comme pays. C'est un pays qui est un agrégat de peuples. Il y a un peu de Roumains, il y a un peu de Bulgares, il y a des Magyars, il y a des Tatars, il y a des Russes. Donc c'est ça l'Ukraine. C'est pas un pays complètement constitué. Il n'existe que depuis récemment, depuis 91. À l'origine, c'est un pays russe. Hein, ça a été créé par des Russes, contrairement à l'idée reçue. Hein, ce qu'on appelle l'État des Russes, c'est bien l'État des Russes. Mais ce qu'on espère faire aujourd'hui, c'est créer une tension permanente à la frontière ukrainienne pour que les Russes n'emportent pas. Je rappelle tout de même, à titre indicatif, indépendamment de la guerre de Tchétchénie qui a duré, toutes les guerres conduites par la Russie récemment ont toutes été remportées haut la main par les Russes. On voit la Syrie, on a vu ce qui s'est passé. Il ne reste plus que la poche d'Idlib. On voit évidemment ce qui s'est passé avec la Géorgie. C'était très vite. Pourtant, il y avait le monde entier derrière, mais ça n'a rien fait comme différence, le monde occidental. Chaque fois que les Russes sont intervenus récemment, même en République centrafricaine, en règle générale, ils remportent la mise parce que la détermination des Russes est incomparable. Et puis aujourd'hui, les Russes, ce n'est pas les Russes d'hier. Ils ont des armes de très grande performance, ils ont une zone d'influence considérable et ils ont démontré que 80% de l'humanité, au mieux s'abstenait, au plus se ranger du côté des Russes. Donc les rapports de force sont inversés, le monde a changé réellement.
On a beaucoup parlé du monde d'après avec l'affaire du Covid, mais le monde d'après, on est en train de le voir naître, c'est le monde du retour de la guerre froide, c'est le monde de la multipolarité, c'est le monde de rééquilibrage qui, après la paix chaude américaine, la Pax Americana, redeviendra peut-être une guerre froide, mais qui aura peut-être beaucoup moins de risques guerriers et on verra peut-être plus jamais des massacres comme ce qu'on a vu en Libye, en Syrie, en Irak, dans la plupart des pays où les Américains ont en Somalie, n'oublions pas non plus qu'ils sont intervenus, tous les pays dans lesquels les Américains sont venus semer la haine, la mort et la destruction, la division et le radicalisme islamiste. Voilà ce que c'est que l'Amérique dans le monde et voilà ce que la Russie veut empêcher. Donc je pense qu'on est très loin des problèmes qui sont en train d'être présentés comme étant inéluctables. Afrique Média. Le monde, c'est nous.